Chers amis, la matinale Tocsin, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin sur Tocsin. Merci de partager, de liker. Et ce matin, je suis très heureux de recevoir Pierre Conessa. Bonjour Pierre Conessa, comment allez-vous? Bonjour, ben écoutez, tout compte fait, ça va. Bon, tant mieux, je m'en réjouis, je m'en réjouis. Alors, je vous ai appelé, merci d'avoir accepté notre invitation sur Tocsin ce matin. Une première partie là-dessus, parce que c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup d'experts de plateau sur les conflits qui nous occupent et surtout sur la guerre en Ukraine, manifestement. Moi qui ne suis pas historien, quand même, et petit journaliste laborieux, parfois j'entends des analyses qui me sidèrent quelque peu. Je voulais qu'on en parle avec vous. Comment ça se fait qu'on est sur des plateaux comme ça, des gens qui manifestement sortent parfois des élucubrations qui tendent pas vers le réel ou l'analyse un peu brillante. Comment ça se fait ça, Pierre Conessa? Je crois qu'il faut prendre le moment crucial qui est celui de la guerre du Golfe. C'est un peu surprenant de prendre cette étape-là parce que c'est la première guerre post-guerre froide. C'est-à-dire l'URSS qui est en grande crise s'abstient et donc on va faire une coalition de 35 États, d'armées de 35 pays pour aller défendre cette grande démocratie qui est le Koweït, envahi par Saddam Hussein. Et rappelez-vous que Saddam Hussein, quand il combattait l'Irak, c'était le grand modernisateur du monde arabe et quand il envahit le Koweït, c'est le nouvel Hitler. Ouais. Donc, si vous voulez, ça illustre deux choses. D'abord, c'est qui génère les vocables comme ça. Deuxième remarque, si vous voulez, c'est la naissance des chaînes d'infos en continu. Pourquoi? Parce que c'est une guerre annoncée. On avait laissé 6 mois à Saddam Hussein pour se retirer, il n'obéit pas, mais donc toutes les chaînes de la planète viennent s'installer en Arabie Saoudite, et en particulier CNN, et puis pour nous à l'époque la 5, il fallait tous les jours produire de l'information, puisqu'évidemment, les spectateurs, moi je me souviens que je rentrais chez moi à midi pour savoir s'il y avait du nouveau. Mais il n'y avait jamais de nouveau. Donc on commençait à créer de l'information artificielle, c'est-à-dire une femme qui s'est perdue dans le désert, un rapport sur un truc sur le contingent français, enfin bref, des choses qui étaient du flux d'informations, si vous voulez, pour entretenir le canal et pas pour analyser la situation. Et à partir de ce moment-là, on est dans un système où, si vous voulez, les plateaux télé deviennent un lieu d'échange, effectivement, de gens qui vont se donner leur avis un peu sur tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est la sociologie de cette nouvelle composition, puisque on a maintenant 4 chaînes d'infos en continu. Si vous faites un débat et qu'il faut 4 individus, vous voyez, il vous faut 16 individus spécialistes de la crise dont vous parlez, ça fait beaucoup, quoi. Et donc, voilà, vous avez la logique générale du système, c'est-à-dire que vous avez des tas de gens qui, évidemment, d'abord, si vous dites sur un plateau télé, quand vous dites qu'est-ce qui va se passer maintenant et vous dites je n'en sais rien, vous n'êtes plus invité. Donc, il y a des règles, si vous voulez, dialectiques qu'il faut respecter. Ouais. La deuxième, c'est qu'effectivement, si tout à coup vous apparaissez un peu plus belliciste, un peu plus rigoureux, ben, ma foi, ça vous donne du crédit. Et surtout, si vous n'avez pas l'intention d'aller faire la guerre. Et ça, c'est l'autre caractéristique. C'est que beaucoup des gens qui viennent sur les plateaux de télé, à l'exception des militaires, sont des gens qui ne vont pas faire la guerre. Et évidemment, je pense à des intellectuels médiatiques, comme vous en connaissez certains. Et encore une fois, c'est un mécanisme. Alors, par contre, vous avez des humanitaires qui vous parlent de crises qu'ils connaissent. Mais le problème, il est très simple aujourd'hui, c'est il y a 400 crises à la surface de la planète. Comme il n'y a plus la matrice soviétique, la question, c'est comment apparaître sur les plateaux télé. Et c'est là que vous avez ce phénomène de complexe militaro-intellectuel. Si vous avez la chance d'être décroché par un de ces intellectuels, on va parler d'autres crises. Oui, c'est intéressant finalement de se rendre compte à un moment donné qu'il y a des codes à respecter pour être invité, parce que ce qui sous-tend tout ça, c'est le fait d'aller sur les plateaux télé. Et vous le savez parce que vous êtes invité, mais manifestement, vous avez une parole très discordante par rapport à beaucoup aussi, finalement. Ben, ce qui a provoqué la crise, en tout cas, c'est le Gaza. Pourquoi? Parce que dès le début des bombardements sur Gaza, j'ai dit qu'il y avait deux radicalismes face à face. Il y avait le Hamas et qu'il y avait Netanyahou. Bon. Netanyahou étant un homme élu, comme chacun sait, on ne peut pas critiquer une démocratie. Une démocratie n'est pas belliciste. Or, c'est faux. On sait très bien qu'on est les deux grandes démocraties de la planète au 19e, 20e siècle, qui étaient l'Angleterre et la France, étaient les deux grandes puissances colonisatrices. Bon. Donc, prendre ce postulat comme si c'était un acquis est un mensonge. Bon, on le voit bien aujourd'hui. Alors, à l'époque, j'étais sur le plateau de Pascal Praud, j'ai suscité, alors évidemment, une levée de bouclier, comment pouvez-vous dire ça, etc., etc. Bon. Et je leur ai cité ce raisonnement-là. Et aujourd'hui, on doit être à 50 000 morts à Gaza pour encore quelques centaines de prisonniers du Hamas. Alors ensuite, vous avez toute la lexicologie. Si vous êtes un otage, c'est pas pareil que si vous êtes un prisonnier. Par exemple, en échange de libération d'otages, on était dans le rapport de 1 à 50, c'est-à-dire qu'on avait un otage libéré contre 50 prisonniers palestiniens qui n'avaient pas de sang sur les mains. C'était la condition imposée. Alors, je me posais la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté des pierres sur Tsahal. Quelle est la nature de leur emprisonnement?
Donc, vous voyez, tout ce phénomène-là tue une espèce de mythologie qui est bien installée sur les plateaux et qui commence aujourd'hui à craquer. C'est-à-dire, vous vous rendez compte aujourd'hui que la critique à l'égard d'Israël, évidemment, on est plusieurs semaines, plusieurs mois après, elle est beaucoup plus libre qu'elle ne l'était à l'époque. Donc voilà, depuis, je suis interdit de séjour. Ah oui, oui, complètement, complètement. Ah oui, oui. Ouais, c'est pour ça que c'est assez au pays de la liberté d'expression, le phare de la liberté d'expression, manifestement, ça pose quelques questions aujourd'hui. Hein. Oui, oui, absolument, parce que visiblement, c'était des instructions venues d'en haut, c'est-à-dire que la concomitance entre les 3 chaînes d'infos en continu qui m'invitaient régulièrement montre que, si vous voulez, c'était une posture comment dire, hiérarchique, quoi. C'était pas les animateurs de plateau. Voilà, bon, enfin, c'est pas grave, je sollicite jamais, moi, hein, d'une manière générale. Ouais. Oui, non, mais c'est intéressant parce que tout de même, je le répète, hein, d'ailleurs, chers amis, Pierre Conessa, merci de nous donner la confiance de venir ici ce matin. Vous avez ce livre-là actuellement, Vendre la guerre, aux éditions de l'Aube, le complexe militaro-intellectuel, vous en avez parlé. Et puis celui-ci, le dernier, on va en parler dans quelques minutes, Repentance et victimisation, la maladie auto-immune de l'Occident, toujours aux éditions de l'Aube. C'est vraiment des sujets passionnant là-dessus. Moi, ce que j'ai envie de savoir aussi, est-ce que vous pensez que ces experts de plateau, entre guillemets, bien entendu, notamment aussi sur la guerre en Ukraine, vous avez parlé de Gaza, mais la guerre en Ukraine aussi, on entend des choses manifestement qui touchent quand même l'irrémédiable non-intelligence. Est-ce qu'ils ont une influence, selon vous, sur l'opinion publique? Bon, les audiences ne sont pas fameuses, hein, d'ailleurs, sur certaines chaînes d'infos, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont une prise sur l'opinion publique ou pas? Le renversement qui se produit donc après le Koweït et surtout avec la Yougoslavie, c'est que on interpelle le politique à partir du plateau télé. C'est-à-dire que c'est là que le débat va se déplacer. Ce qui est sur le terrain est déjà très compliqué. Rappelez-vous la Yougoslavie. Les Serbes étaient traditionnellement des amis de la France, les Croates avaient un passé d'Oustachi. Enfin bref, il y avait toute une espèce de mythologie historique qui ressortait. La réalité de terrain était déjà très compliquée. Et donc, si vous voulez se placer sur des plateaux télé, des débats qui étaient parfois très surprenants, mais ce qui était intéressant, c'est que ça se terminait à la fin par une interrogation qui était une double négation, c'est on ne peut pas ne pas. Une fois que vous avez dit on ne peut pas ne pas, ça veut dire ça vous dit pas ce que vous devez faire, vous savez ce que vous ne pouvez plus faire. Donc c'est toute une construction, si vous voulez, dialectique et sociologique qui est extrêmement intéressante. Moi, je suis plutôt un spécialiste des processus décisionnels du pouvoir, puisque c'est à ça que j'ai participé pendant 20 ans. Et comme j'ai beaucoup voyagé sur la planète, je ne me veux pas un spécialiste de telle région plutôt que de telle autre. Parce que si vous voulez, le rapport entre une puissance comme la France et un pays périphérique, qui peut être l'Afghanistan, le Siam, peu importe, ça reste un vieux rapport de platitude de la planète. Hein. La planète est plate et nous sommes le centre. Donc, la question, c'est qui c'est qui t'approche du centre? C'est pas quelle est la nature de la crise. Moi, j'ai vu des ministres, si vous voulez, qui s'intéressaient pas à la crise. Ils s'intéressaient, puisque c'était au ministère de la Défense, ils s'intéressaient à une seule chose, c'était si j'envoie du militaire, est-ce que je gagne des voix? Voilà. C'est incroyable. Donc, quand on a Macron, dans les propos qui avaient été rapportés, notamment sur la guerre en Ukraine, il va falloir que j'envoie des gars là-bas avec un verre de whisky à la main. Manifestement, ça aussi, j'imagine qu'avec votre expérience, ça aussi, est-ce qu'il y a eu un effondrement aussi du traitement décisionnel au sein même du pouvoir en place? Vous qui connaissez bien ces arcanes, Pierre Conessa. Moi, je ne prendrai pas cet exemple-là, parce que si vous voulez, c'est un peu comme la Yougoslavie, il y a une proximité géographique. Oui. Moi, il y a un exemple qui m'a toujours frappé, c'était la Somalie. La Somalie, parce que c'était crise humanitaire, on pillait les convois, enfin, il y avait tous les chefs de guerre, tout ce qu'il y avait, si vous voulez, de pire comme scénario. Bon. Et donc, il va y avoir cet émoi onusien dans lequel on va solliciter des pays pour envoyer des troupes pour sécuriser les convois. Pour sécuriser les convois. Bon. J'en parle avec Broman. Broman me dit, le patron de MSF, hein, qui me dit, écoutez, moi j'ai appelé mes équipes sur place, qui me disent que le problème n'est pas ces types, ces chefs de guerre ne sont pas des voleurs, ils ne revendent pas l'aide, ils la distribuent dans leur clan. Donc si on augmente le volume, on devrait réduire la conflictualité. Et pendant qu'il dit ça, qu'il va à Bruxelles et à, je sais pas où, à New York, Kouchner, lui-même ancien humanitaire devenu ministre, décide l'intervention. Bon. Et à partir du moment où vous avez une intervention qui devient, si vous voulez, sans légitimité stratégique, les Américains, eux, veulent le port de Mogadiscio parce qu'ils voient ça en grand, si vous voulez, il faut aider le plateau, etc. Bon, le problème, c'est que le port de Mogadiscio est tenu par un chef de guerre qui connaît mieux le terrain qu'eux. Et donc, quand ils font cette opération à la Zorro, là, vous savez, avec des hélicoptères qui vont prendre le quartier général,
2 hélicoptères sont abattus, 20 soldats sont américains. Les Américains quittent la Somalie sans même nous en informer. Un jour, le contingent français découvre que ils sont partis. Bon. Et ils ont toujours refusé de revenir en Afrique parce que rien ne justifie la mort de 20 GIs. Donc, c'est ce nouveau processus-là qui est intéressant à analyser parce qu'encore une fois, pourquoi allez-vous vous préoccuper de la crise au Myanmar ou de la crise, je sais pas, au Costa Rica, si vous ne pouvez pas convaincre votre opinion? L'importance dans une démocratie, c'est que si vous voulez faire la guerre, il faut convaincre l'opinion. C'est en ce sens-là que le complexe militaro-intellectuel est important. Quand vous êtes dans une dictature, Saddam Hussein, il devait se lever le matin en disant je vais envahir le Koweït. Il a été entouré de courtisans qui lui disaient ouais chef, quelle bonne idée chef. Voilà. Ouais. Et sur la guerre en Ukraine, est-ce que Macron est arrivé à convaincre une majorité de l'opinion publique ou des Français que c'était une guerre juste et que les milliards dépensés étaient correctement dépensés pour le bien-être commun de notre démocratie universelle? Ben, écoutez, d'abord, effectivement, le cas de l'Ukraine est particulièrement intéressant puisque vous savez que c'est un pays dont les frontières n'ont cessé de se déplacer. Parce que, rappelez-vous l'histoire récente, pacte germano-soviétique, puis ensuite reconquête par l'Union soviétique avec déplacement des frontières plus à l'ouest qu'elles n'étaient auparavant, etc., etc. Donc, c'est un pays composite qui, tant qu'il était dans l'entité URSS, était un des États membres sans plus d'opinion et ni d'importance que ce qu'on disait là-bas. Mais en même temps, historiquement, l'Ukraine, c'est quand même la matrice d'où est née la Russie. Quand le royaume de Russe commence à se constituer, si vous voulez, les racines sont là-bas. Donc, si vous voulez, c'est un rapport qui est assez ambigu et assez complexe à analyser. Bon. Donc, après, vous avez l'histoire de la Crimée. La Crimée, c'est assez intéressant parce que c'est Khrouchtchev lui-même, ukrainien, qui va la donner à la Russie. Je vous fais pas l'histoire, mais c'est pour vous dire combien on est à chaque fois à devoir prendre des positions qui sont purement théoriques sans se demander quel est l'effet. Or, c'est vrai que la Crimée était plutôt peuplée de Russes. Donc, on est sur ces situations-là où finalement l'importance du plateau télé, c'est de dire oui, mais moi j'en sais plus que vous, et moi je vais vous dire que ça ne peut se résoudre que par la force. On sait qu'on ne peut pas la résoudre par la force. Personne n'a envie de déclencher un conflit international à propos de l'Ukraine. On veut essayer de maintenir militairement l'Ukraine à flot. C'est exactement la nature de l'aide. Et évidemment, avec tous les aléas que ça va provoquer dans l'opinion si ça dure. Donc, Macron n'est pas plus responsable que les autres. Enfin, moi, je le trouve plutôt assez sérieux dans son propos. Alors, on va continuer à en parler. Merci d'être là ce matin, Pierre Conessa. On va en parler notamment. Je veux qu'on aborde aussi en seconde partie de cet entretien ce livre-là parce que c'est une question de fond qui se pose à nous. Véritablement, on en entend parler et du moins, je pense que ça mérite réflexion et c'est pour ça que je vous ai sollicité ce matin pour venir sur la repentance et la victimisation de la maladie auto-immune de l'Occident. Ça aussi, c'est un sujet de fond auquel, manifestement, notre classe politique et aussi notre classe intellectuelle n'arrive pas à répondre ou alors verse aussi dans cette espèce de victimisation. Et vous faites une passerelle, hein, vous, entre l'Occident et les autres civilisations, en disant que, grosso modo, la victimisation, on a tous notre lot d'horreur aussi et peut-être de repentance partagée. C'est l'idée du livre, alors bien entendu, à lire. Hein. C'est ça l'idée, hein, Pierre Conessa. Oui, moi je suis historien de formation, hein, c'est comme ça que j'ai fait. Après, j'ai dérivé vers différentes choses, mais enfin, peu importe. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que j'étais frappé du fait qu'entre l'Occident du début du XXe, triomphant, révolution industrielle, colonisateur, etc., il va s'engager dans une première guerre qu'on qualifie de mondiale alors qu'elle est européenne, hein, la guerre de 14, à part ce qui se passe au Japon, si vous voulez, ça reste limité au territoire européen. Mais vous voyez déjà comme le qualificatif l'emporte sur la réalité géopolitique. Bon. 20 millions de morts, c'est déjà pas mal. Entre les deux, vous savez bien que les intellectuels qui commencent à avoir une vision critique de ce capitalisme générateur de guerre vont tous céder aux utopies laïques du XXe siècle. Il y a ceux qui vont être fascistes, ceux qui vont être nazis, ceux qui vont être communistes. Et évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, 50 millions de morts, c'est pas mal non plus. Vous avez ceux qui ne peuvent plus critiquer l'URSS, qui était la puissance qui avait participé au triomphe, etc. Donc, vous avez une espèce d'hémiplégie intellectuelle dans le monde occidental que vous connaissez. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire comment les intellectuels façonnent l'opinion, si vous voulez, avec ces prises de position sur des questions qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs. Hein. Simplement, vous voyez bien que si on fait, par exemple, le bilan des visites qui sont faites en URSS, par exemple, par les intellectuels entre les deux guerres, et puis ensuite, vous voyez bien que le passage par Moscou, le passage par l'URSS était une espèce de validation et donc il revenait en général en faisant un bouquin. Évidemment, ce bouquin, il était censé se vendre puisqu'il était des gens qui étaient allés sur le terrain. Ils y connaissaient rien, ça n'a aucune importance, encore une fois.
parce qu'on est dans le domaine du sensible, du politico-sensible. Donc, si vous voulez, ce travail sur les intellectuels, d'abord sur ce travail, évidemment, de repentance et victimisation. Pourquoi j'ai utilisé ces termes? Parce que ces intellectuels vont être les premiers procureurs du système occidental. Et évidemment, rappelez-vous que pendant les procès de Nuremberg et de Tokyo, pendant le procès de Nuremberg, on reprend la recolonisation. C'est-à-dire que les décideurs français de l'époque considéraient que la possession coloniale était légitime et donc on devait reprendre propriété de ces. Donc il va y avoir les premiers incidents en Algérie, au Vietnam, etc., qui vont ensuite engager vers des guerres. Et donc nous-mêmes, si vous voulez, nous n'avons jamais fait notre tribunal de Nuremberg pour les guerres de décolonisation. Par contre, on était en train d'accuser les dignitaires nazis et fascistes de toutes les horreurs qu'ils avaient commises. Bon. Donc, vous voyez comment cette espèce de mémoire à trous ou cette posture géopolitique à trous se repose en grande partie sur le travail des intellectuels qui, évidemment, vont instruire ce projet en repentance. Et donc, le monde occidental accepte la victimisation. Bon, donc moi, je me suis interrogé en disant, mais c'est vrai, c'est exact, l'Occident a une très lourde responsabilité, mais cela dit, comment les accusateurs fonctionnent-ils? Ont-ils le même passif? Ont-ils le même bilan de massacre? Quels sont les argumentaires qui sont développés, etc. Or, on le voit bien avec les salafistes, si vous voulez. Si on se disait que si les salafistes régnaient sur la planète, bonjour la démocratie à l'islamiste, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est sur ce genre de déséquilibre, et c'est ça qui m'a intéressé. Oui, parce que vous parlez notamment de l'impérium blanc. C'est intéressant. Cet impérium blanc, concrètement, parce qu'il y a plusieurs parties, bien sûr, dans le livre. Chers amis, je vous invite à l'acheter et à le lire. Ça permet de structurer aussi une pensée. Je trouve ça intéressant. L'impérium blanc, c'est quoi? C'était donner tous les droits, vous le dites, hein. Une créativité occidentale dans la violence. Hein. Vous parlez du opium, du gaz, de l'eugénisme notamment. L'écriture d'un récit héroïque aussi. Il y a ça aussi, hein, cet impérium blanc qui s'est développé, hein. Ah ben, c'est-à-dire qu'effectivement, regardez, entre ce bilan du début du XXe, d'un Occident triomphant, puis ensuite d'un Occident culpabilisé, on s'aperçoit que finalement, tous les lieux du débat restent toujours ici. Que ce soit pour afficher une espèce d'impérium colonial, conquérant, guerrier, etc., ou que ce soit après pour dresser un bilan de la repentance. Par exemple, regardez les guerres de décolonisation. Il y avait effectivement aussi bien du côté du FLN qu'au côté du Viet Minh, du Viet Cong, si vous voulez, des pratiques de guerre qui n'étaient pas toujours très, très acceptables, mais en même temps, ils avaient la légitimité politique de la guerre de décolonisation. Bon, on voit bien ce que le FLN a fait de l'Algérie après. Regardez le paradoxe de l'Algérie, c'est assez intéressant. Bon, rappelez-vous, l'Algérie, c'était la France. Hein. Bon. Donc, on engage le contingent, ce qui est déjà un engagement sociologique et politique extrêmement important. Bon. L'armée française qui avait perdu la guerre du Vietnam ne voulait pas perdre la guerre d'Algérie. Et donc, ils vont mener une politique militaire assez brutale, mais qui va aboutir en fait à tuer le FLN de l'intérieur en construisant ce qu'on appelle la ligne Maurice, c'est-à-dire toute la ligne qui va isoler complètement l'Algérie des deux autres pays maghrébins. C'est-à-dire qu'en 62, quand finalement la paix est signée, c'est l'armée de l'extérieur qui rentre parce que l'armée de l'intérieur est anéantie. Et donc, vous avez des gens qui sont au pouvoir à Alger depuis cette époque-là, qui légitiment d'autant plus la guerre d'indépendance qu'ils n'y ont pas participé. Évidemment, c'est leur seule légitimité, c'est de dire nous avons combattu. C'est pas vrai, mais ça fait rien. Ça veut dire que ça a tué, si vous voulez, toutes les formes démocratiques qui pouvaient être des formes critiques. Donc voilà, on est dans cette espèce de hiatus avec l'Algérie. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est dans la polémique la plus complète et la plus stupide sur ce genre de sujet. Mais ça rassure de savoir que la bêtise est universellement répartie à la surface de la planète, quand même. Oui, quelle est la première matière inépuisable dans le monde également, en tout cas, la bêtise. Ben oui, c'est pas ça. Ben, en tout cas, c'est merci. C'est une énergie inépuisable. C'est pour ça que c'est malheureusement parfois déprimant. On continue là-dessus. Vous parlez aussi du wokisme, cancel culture. J'aimerais qu'on aborde ce point. Pierre connaît ça là-dessus. Qu'est-ce que ça vient faire au milieu de tout ça? Comment vous l'avez articulé aussi dans ce livre-là, Repentance et victimisation? Alors, si vous voulez, rappelez-vous que même à la guerre de 14, il n'y a pas de victime. C'est le soldat qui est glorifié, hein, c'est l'ancien combattant. Bon. Évidemment, avec la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, les bombardements des villes, etc., tout à coup, on se retrouve à la fin de la guerre avec un pays déchiré, une Europe anéantie, etc., et on commence à se préoccuper des réfugiés. Bon. Il y avait eu le cas après la guerre de 14, parce qu'on avait créé ce qu'on appelle le passeport Nansen, qui était permis aux gens que de nouveaux États qui n'avaient pas encore d'identité administrative, des citoyens de pouvoir voyager dans la planète. Bon. Mais là, après 45, évidemment, le problème, il est très, très important. Il y a
c'est encore une fois cette affaire de la Shoah, des victimes civiles, etc. Donc, on va à ce moment-là commencer à réfléchir, à la création du Haut Commissariat aux réfugiés, à tout ce qui va évidemment aussi traiter les sujets, encore une fois, en la reconnaissance d'un statut. Bon. Mais les guerres de décolonisation, par exemple l'Algérie, il n'a jamais été question de reconnaître le statut de réfugié aux Algériens, puisque c'était la France. Vous voyez, donc ces ambiguïtés juridiques, on veut bien les reconnaître si c'est les persécutés du régime soviétique, mais on ne veut pas les reconnaître si c'est des persécutés des régimes de décolonisation. Donc, si vous voulez, toutes ces ambiguïtés juridiques sont assez intéressantes parce qu'évidemment, ce sont des rapports de puissance qui prévalent. Hein. C'est pas jamais les Américains n'auraient reconnu que les Indiens puissent être des réfugiés. Ils ont massacré tranquillement, si vous voulez. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc, vous avez effectivement ce genre d'ambiguïté un peu partout sur la planète. Et évidemment, aujourd'hui, l'éclatement de l'URSS ne fait que amplifier et poser le problème, puisque dans les découpages de l'ancienne URSS, rappelez-vous que le commissaire aux nationalités dans la Révolution s'appelait Joseph Staline. Bon. Staline, il avait qu'un seul souci. Ce grand démocrate qui était Staline, cher Pierre connaît ça. C'était un révolutionnaire, cher ami, ne l'injuriez pas. C'est un révolutionnaire. Et donc, il a découpé l'URSS de façon à ce qu'il n'y ait aucun État ethniquement homogène. Pourquoi? Parce qu'il se disait, le jour où on aura à intervenir, on aura toujours un bon argumentaire, et effectivement, il ne s'en est pas privé. Donc, non seulement il a modifié toutes les frontières de l'Europe, mais il a aussi dessiné les frontières de l'ancienne URSS. Et quand l'URSS explose, à ce moment-là, vous avez les problèmes que vous connaissez, l'Azerbaïdjan et la guerre avec l'Arménie, enfin, tout ce genre de choses. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où la question des réfugiés, encore une fois, est un label politique. Hein, vous voyez bien qu'il y a des questions qu'on ne veut pas politiser, donc on ne veut pas en faire des réfugiés. D'autres, au contraire, par exemple, après la guerre de 14, tous les gens qui quittent l'Union soviétique à cause de la révolution et à cause de la guerre civile n'ont aucun statut de réfugié. Il y a plus de 600 000 personnes qui se sont dispersées sur la planète qui n'avaient aucun droit. Donc, vous voyez comment le regard change selon la nature du problème. Et puis, évidemment, vous avez les 5 États permanents qui étaient en même temps des grandes puissances impériales, si vous voulez, qui se sont gardés un droit de regard important sur le label de réfugié ou pas, quoi. Alors, mais aujourd'hui, est-ce que cette obsession occidentale de la culpabilité, elle est-elle réversible? Et qui en est finalement le détenteur et le dépositaire aussi? Moi, ce qui m'a intéressé, encore une fois, c'est qu'on accepte le procès, notamment cette fonction de procureur qu'ont assumé nos intellectuels. C'est-à-dire, effectivement, on a reconnu notamment les responsabilités des Occidentaux dans les 2 guerres mondiales, ce qui était quand même énorme, dans la Shoah, etc., etc. Ce travail a été évidemment accompagné par des travaux critiques à l'intérieur des pays générateurs des guerres, c'est-à-dire que vous voyez bien que l'Allemagne de 1945 et tout le travail de mémoire qui a été fait, etc., et par exemple sans équivalent au Japon. Au Japon, très rapidement, si vous voulez, le dossier a été refermé. D'abord parce que l'utilisation de la bombe atomique en a fait des victimes. Donc, d'un seul coup, si vous êtes victime, évidemment, ça vous donne un statut différent. Donc, vous voyez comment ces bilans critiques ont été assumés séparément, différemment, si vous voulez. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, encore une fois, c'est de dire, mais est-ce que finalement, les accusateurs ont eux-mêmes un passif? Or, effectivement, on s'aperçoit que si on va creuser un peu dans l'histoire, chacun a son passif de massacre, d'occupation, d'extermination, etc. En plus, si vous voulez, aujourd'hui, on a un problème de géographie mémorielle. C'est-à-dire, si vous dites cette terre était à moi, j'y étais il y a 3000 ans, chose qu'on fait à propos d'Israël, vous ouvrez un débat qui va être celui de tout le monde. C'est-à-dire, qui va vous dire, oui, mais attendez, moi, musulman, j'ai été à Cordoue en 1492. Et donc, vous voyez comment finalement cette création de l'État d'Israël, qui est un fait réparateur, a ouvert en même temps un débat qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que pour protéger des victimes qui étaient les Juifs, on crée d'autres victimes qui sont les Palestiniens. Donc, c'est ce droit à la parole et l'association avec des intellectuels, avec des gens qui vont porter la parole, qui est effectivement le facteur générateur aujourd'hui de la sensibilité sur les crises. Et est-ce que ça, c'est volontaire ou involontaire finalement d'aller s'aimer comme ça cette idée? Vous l'avez dit, hein, après, tout le monde est en droit aujourd'hui de réclamer des territoires perdus ou conquis il y a bien des siècles aussi, concrètement. Est-ce que ça, c'est délibéré ou est-ce que c'est ceux qui en parlent et qui mettent finalement le verre dans le fruit ont-ils conscience de ça aussi? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'épaisseur pour en prendre conscience? C'est très difficile de répondre à votre question parce que, si vous voulez, chacun a une histoire nationale qui évidemment valorise son propre système.
quand il y a des guerres de décolonisation, par exemple, les pays insurgés vont opposer une mémoire, une histoire, une culture contre le colonisateur. Donc, ils vont se forger une identité qui parfois est une identité tout à fait théorique, ou en tout cas très peu historique. Prenons le cas de l'Algérie et le Maroc, par exemple. Le Maroc est le pays qui résiste le plus à la colonisation, hein, jusqu'en des années 1910 pratiquement. Par contre, la colonisation française, qui va se faire en Algérie depuis 1830, 1848, etc., va descendre vers le sud, et la frontière de l'Algérie et du Maroc a été tracée par le colonisateur français. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous avez cette descente tout à coup vers l'ouest, qui rabote, si vous voulez, une partie de l'identité saharienne du Maroc. Donc, on est sur des frontières coloniales, mais chacun va dire non, non, ce sont les frontières nationales. Oui. Et puis ensuite, vous avez tous les débats qui peuvent être, comment dire, se poser autour de ça. J'y étais là avant vous, mais non, pas du tout. Moi, j'y étais là à ce moment-là. Bon. Le droit de la conquête, enfin bref, des argumentaires de cette nature qui effectivement font que un pouvoir a toujours intérêt à entretenir un ennemi. Surtout s'il a peu de légitimité politique, il vaut mieux effectivement. Ça, c'est un autre sujet, la fabrication de l'ennemi, c'est que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les dictatures qui sont bellicistes. Toutes les démocraties ont été bellicistes. Ça dépend simplement du point d'équilibre du politico-stratégique. Donc, les Américains ont eu la chance de massacrer les Indiens, ils étaient chez eux. Puis ensuite, ils sont, avec la doctrine Monroe, ils ont commencé à s'étendre vers l'Amérique latine. Or, on était dans une grande démocratie. Donc, j'arrête là-dessus parce que, si vous voulez, ce sont des principes de débat qui n'ont rien à voir avec la réalité historique. Là-dessus, ce qui m'intéresse aussi, il nous reste encore 5 minutes. Merci d'être là ce matin, Pierre Conessa. Sur l'histoire de la repentance, j'aimerais qu'on recale le propos sur la France. J'ai quand même l'impression qu'il y a une partie des Français aujourd'hui, concrètement, sur la repentance qui commence à de moins en moins l'accepter parce que ils pensent aussi, peut-être à juste titre, qu'il y a une forme de... on essaie d'effacer l'identité française. Est-ce qu'il y a ça aussi, finalement? Est-ce qu'il y a une volonté de dissoudre l'identité française dans une histoire de repentance permanente? Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous ne partagez pas cette analyse, d'ailleurs? Non, c'est vrai qu'on entre à une certaine époque dans ce phénomène de repentance qui, grosso modo, débute après la Seconde Guerre mondiale. Bon. Et qui, évidemment, va s'enchaîner avec les guerres de décolonisation. Donc, c'est vrai qu'on se dit, mais à quoi bon tout ça? Jusqu'à 62, on est sur un système qui, il y en a assez, il faut couper un peu tout ça. Simplement, on voit bien que la chose est politiquement plus difficile à gérer, puisque l'armée qui avait été chargée de faire la guerre du Vietnam et puis ensuite de faire la guerre d'Algérie, considère avec raison que, si vous voulez, il y a eu trahison. Et donc, quand De Gaulle entame les négociations, ben, vous avez le phénomène de l'OAS, c'est-à-dire un phénomène de terrorisme d'extrême droite, qui évidemment va poser un certain nombre de difficultés. Mais on voit une société française assez déchirée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 62, De Gaulle, justement, pour gérer la question algérienne, va contribuer à la construction de l'Europe. C'est-à-dire, tout à coup, la France tourne les yeux vers l'Europe, l'Allemagne, la réconciliation franco-allemande, etc., alors que les Algériens continuent, si vous voulez, à taper à la porte en disant « mais non, on a été massacrés, etc. » Donc, comment voulez-vous vivre une identité algérienne aujourd'hui des deuxième et troisième générations qui ont été formés dans le système algérien où l'ennemi, c'était la France, le massacre, c'était la France, etc., et qui n'ont comme seule solution que de venir chercher du boulot en France. Vous voyez, cette schizophrénie de l'identité algérienne est une schizophrénie dans laquelle, effectivement, tous les Algériens trempent. Et on a aujourd'hui un processus qui est évidemment celui de la poussée salafiste. Rappelez-vous que quand même l'Algérie, donc après 62, va développer l'islamisation, etc. Et avec l'aide gentille de l'Arabie Saoudite, va développer le salafisme. Bon, et ensuite, il y aura les 10 années de guerre civile qui n'ont plus rien à voir avec la France. Et l'ambiguïté du système du rapport entre la France et l'Algérie, c'est que pour nous, quand l'annulation des élections se fait contre le fils, tout à coup, ils sont persécutés, donc ils viennent en France comme réfugiés. Et comme ils sont persécutés, ils ont droit au statut de réfugiés. Donc, on accueille les islamistes, si vous voulez, alors que les militaires algériens luttent contre. Et c'est quand même une guerre terrible, hein. C'est près de 100 000 morts quand même. Donc, vous voyez, toutes ces ambiguïtés-là font qu'au bout du compte, vous avez une opinion française qui dit, écoutez, bon, on en a marre de la repentance, on a d'autres horizons, on a d'autres objectifs, etc. Alors qu'on a derrière des gens qui veulent qu'on assume, si vous voulez, cette repentance. Et vous le voyez aujourd'hui avec le cas d'Israël. Aujourd'hui, il y a un basculement de l'opinion publique. C'est-à-dire que la victime institutionnelle qui était les victimes de la Shoah sont devenues, vous savez, il y a une phrase de Chalian que je cite souvent, il dit « La capacité des anciennes victimes à devenir des bourreaux laisse bien augurer de l'avenir de l'espèce.
Parce qu'effectivement, c'est cette situation-là aujourd'hui qu'on a. Donc, vous voyez, la repentance est en train de s'étioler, elle est en train de basculer, quoi. Ouais. Et toute dernière question là-dessus pour boucler cet entretien sur est-ce que la maladie auto-immune de l'Occident est-elle elle aussi réversible? Est-ce qu'il y a un traitement ou pas? Ou est-ce que manifestement c'est mal engagé cette histoire-là, Pierre Connaissant? J'ai utilisé le terme d'auto-immune parce qu'effectivement, c'est l'analyse que je fais des intellectuels, c'est-à-dire c'est des parts organiques de la société occidentale qui vont contribuer à diffuser cette maladie de la repentance, avec raison d'ailleurs. Le problème, c'est quand est-ce que ça s'arrête? C'est la question que vous posez. Ah oui. Or, on s'aperçoit que dès qu'on a les yeux tournés vers l'Europe, on peut encore se disputer, mais on a quand même créé un espace continental dans lequel on renonce à la guerre comme mode de résolution des conflits. C'est-à-dire on est des enfants gâtés. On dit l'Europe, il y en a marre, l'Europe, il y en a marre. Mais il faut se rendre compte de ce qu'a construit l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un continent de plus de 500 millions de personnes dans lesquels les gens renoncent à l'utilisation de la violence pour régler leurs conflits. Il n'y a pas beaucoup d'espace comme ça. Et donc, si vous voulez, on a pu créer cette identité, mais on est des enfants gâtés. Donc, effectivement, qu'il y ait une aristocratie, comment dire, une administration bruxelloise qui se gave, etc., ça, on le connaît. Mais si vous voulez, moi, j'ai jamais été fonctionnaire international, mais c'est mon rêve. Le fonctionnaire international, vous êtes bien payé, vous ne payez pas d'impôts, etc. Donc, Ouais. je n'explique pas plus, sinon ça va décourager vos auditeurs. Mais c'est Ouais. vrai qu'on a créé des statuts complètement aberrants. En tout cas, merci beaucoup, Pierre Connaissat, d'être venu ce matin sur Toxin. Le livre à lire, Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel, pardon, aux éditions de l'Europe. Et le dernier qu'il faut aussi dire, Repentance et victimisation, la maladie auto-immune de l'Occident, aux éditions de l'Europe, à lire, bien entendu, pour se donner d'autres horizons. Notamment, merci, Pierre Connaissat, d'être venu ce matin sur Toxin. On vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Au revoir. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.